Le cœur est une partie de l'appareil cardiovasculaire. C'est une pompe double permettant un pompage efficace du sang vers la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Ce pompage efficace nécessite d'abord une contraction des oreillettes suivie de celle des ventricules presque immédiatement. Mais comment cette contraction du cœur se fait-elle ? En effet, cette contraction est déclenchée spontanément par dépolarisation spontanée grâce au mouvement ionique à travers la membrane plasmique de certaines cellules cardiaques, puis sera propagée au reste du cœur grâce aux jonctions communicantes qui connectent les cellules myocardiques entre elles, et qui vont assurer donc la propagation des potentiels d'action d'une cellule à l'autre. Donc, une excitation initiale sera suivie de l'excitation de toutes les autres cellules. Cette activité électrique du cœur est étudiée par ce qu'on appelle l'électrophysiologie cardiaque. Dans un cœur normal, cette dépolarisation va prendre naissance au niveau du nœud sinusal. C'est pour cette raison qu'on va l'appeler le pacemaker naturel du cœur. Et puis, elle va se propager dans la totalité des oreillettes et des ventricules du cœur. Donc, ces phénomènes électriques qui prennent naissance au niveau du tissu cardio-necteur du cœur vont précéder les phénomènes mécaniques qui correspondent à la contraction du cœur. Cet ordre de survenue est immuable. Nous allons donc parler d'électrophysiologie cardiaque. Pour commencer, nous allons faire un petit rappel sur la structure du cœur. Alors le cœur, il est constitué de 3 types de cellules. Là, on parle surtout du myocarde du cœur, c'est-à-dire de la tunique moyenne. Les 3 tuniques étant l'endocarde, le myocarde et l'épicarde. Bien sûr, là, on va s'intéresser au myocarde. Et au niveau du myocarde, on va retrouver 3 cellules. 3 cellules sont individualisables. Et les plus importantes sont les cellules contractiles. Elles sont prédominantes et elles seront responsables de la contraction cardiaque, c'est-à-dire des différents mouvements cardiaques. En plus de ces cellules prédominantes, on aura d'autres cellules qui sont moins nombreuses. Ils n'ont pas de caractéristiques contractiles bien nettes, mais elles sont quand même assez importantes. On a d'un côté les cellules conductrices, qu'on appelle également les cellules cardionectrices. Ces cellules sont caractérisées par une dépolarisation spontanée. Le mécanisme de cette dépolarisation spontanée sera expliqué ultérieurement dans ce même cours. Et l'ensemble de ces cellules va constituer ce qu'on appelle le tissu de conduction. Alors ce tissu de conduction qu'on voit ici, c'est donc un ensemble de cellules cardionectrices. Le tissu cardionnecteur est représenté d'abord par le nœud sinusal. Alors le nœud sinusal qu'on voit ici, c'est le pacemaker naturel du cœur. C'est en fait lui le chef d'orchestre, c'est lui qui va déclencher, c'est lui, par sa dépolarisation spontanée, qui va déclencher le mouvement du reste du cœur. Ensuite, on a le nœud auriculo-ventriculaire. Le nœud auriculo-ventriculaire qui est ici. Et donc le nœud auriculo-ventriculaire et le nœud sinusal seront reliés par des faisceaux internodaux. Un ensemble de faisceaux, de cellules cardionectrices bien sûr, vont donc s'interposer entre ces deux nœuds. Ils peuvent se situer dans la même oreillette droite, ou alors faire le tour en passant par l'oreillette gauche et constituer ce qu'on appelle les faisceaux de Bachmann. Donc le faisceau de Bachmann va faire le tour, va parcourir l'oreillette gauche pour revenir au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Après ça, on a le faisceau de His qui va donc circuler surtout au niveau de la partie proximale du septum interventriculaire pour par la suite se diviser en donnant 2 branches, donc la branche droite et gauche du faisceau de His, qui vont circuler jusqu'à l'apex du cœur pour finalement se diviser et former ce qu'on appelle le réseau de Purkinje, qui va se propager un peu partout dans le cœur. Enfin, un peu partout entre les cellules myocardiques. Nous avons donc parlé de ces 2 types cellulaires. C'est en fait les 2 types qui vont nous intéresser en électrophysiologie, pour expliquer ces différents mouvements électriques du cœur. Et il faut savoir qu'en plus de ces cellules-là, on a également des cellules qui vont intervenir dans le système endocrine en sécrétant donc une hormone qu'on appelle le facteur atrial natriurique et qui vont intervenir dans la régulation du bilan de sodium au niveau du rein. Ça, c'est de la physiologie rénale qui ne va pas être abordée, bien entendu, dans ce cours. Donc voilà.
Les cellules cardiaques sont caractérisées par leur pouvoir d'excitabilité. C'est-à-dire que si elles reçoivent un stimulus qui est assez important, qui est suffisant pour atteindre le seuil, elles vont subir une dépolarisation. Une dépolarisation, c'est-à-dire un potentiel d'action. Parce que pour rappel, un potentiel d'action, c'est une dépolarisation suivie d'une repolarisation. Mais il faut savoir que toutes ces cellules ne possèdent pas le même schéma de dépolarisation. En fait, certaines cellules auront une dépolarisation qui sera plutôt lente, alors que d'autres seront caractérisées par une dépolarisation rapide. Et en fonction de ça, on peut définir les deux grands types de potentiels d'action des cellules du cœur, qui sont les potentiels d'action des cellules à dépolarisation lente, d'un côté, et d'un autre côté, on a les potentiels d'action des cellules à dépolarisation rapide. Les potentiels d'action des cellules à dépolarisation lente concernent le nœud auriculo-ventriculaire, ici, donc le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire, et le potentiel d'action des cellules à dépolarisation rapide concerne tous les autres types de cellules, c'est-à-dire le myocarde atrial et ventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux types de potentiel d'action ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette différence de vitesse de dépolarisation entre ces deux types de cellules ? La réponse sera explicitée en détail un peu plus tard, mais là, il faut juste comprendre qu'en fait, la principale différence entre les deux, c'est dans les phénomènes ioniques. C'est dans les mouvements ioniques qui vont régir ces potentiels d'action. Les cellules n'auront pas les mêmes caractéristiques et donc forcément pas le même schéma de dépolarisation. Et cette différence de potentiel d'action a également un rôle dans le cœur en général. Elle va en fait permettre d'instaurer un schéma de contraction, un schéma de fonctionnement dans le cœur, parce que ces cellules à dépolarisation lente vont dépolariser naturellement, spontanément, sans l'intervention d'un facteur extérieur. Et c'est justement leur dépolarisation qui sera à l'origine de la dépolarisation des cellules à dépolarisation rapide. Ainsi donc, la dépolarisation du nœud sinusal sera suivie de la dépolarisation de toutes les cellules cardiaques. Il sera donc responsable des phénomènes électriques qui seront suivis des phénomènes mécaniques du cœur, d'où l'appellation de pacemaker naturel. Le pacemaker naturel du cœur, c'est le nœud sinusal. Dans certains cas pathologiques qu'on va aborder en fin de vidéo et que j'aborde superficiellement dès maintenant, le nœud sinusal peut cesser de fonctionner. Il sera alors remplacé par le nœud auriculo-ventriculaire. Dans ce cas, on va l'appeler pacemaker latent parce que c'est pas le vrai pacemaker du cœur. Et cette fonction de pacemaker latent peut également être jouée par le faisceau de His et le réseau de Purkinje quand le nœud auriculo-ventriculaire ne fonctionne plus. Et dans ce cas précis, les cellules du faisceau de His et du réseau de Purkinje ne vont plus avoir des potentiels d'action des potentiels d'action des cellules à dépolarisation rapide, elles vont plutôt présenter un schéma de dépolarisation lente. C'est donc dans ce cas précis c'est uniquement dans ce cas précis où ces cellules de His et de Purkinje vont se transformer en cellules à dépolarisation lente. Sinon, ordinairement, dans l'état naturel, physiologique naturel, ce sont des cellules à dépolarisation rapide. Maintenant, nous allons voir la différence entre ces deux potentiels d'action, à quoi ils ressemblent et qu'est-ce qui est à leur origine. Nous allons donc commencer par expliquer les potentiels d'action des cellules à dépolarisation lente. D'abord, regardons un peu ce schéma où on voit la forme du potentiel d'action et on voit surtout leur potentiel de repos. Alors remarquez leur potentiel de repos qui est situé à ce niveau-là et on voit que ces cellules en fait ne présentent pas un potentiel de repos stable contrairement à la plupart des cellules de l'organisme. Leur potentiel de repos va en effet subir une dépolarisation spontanée. Il sera en constante dépolarisation jusqu'à atteindre un seuil ici qui sera suivi donc du potentiel d'action. C'est pour cette raison-là que leur potentiel d'action aura une dénomination particulière.
En fait, on va l'appeler un potentiel pacemaker, puisqu'il va caractériser les cellules pacemaker. On peut également l'appeler prépotentiel. Et il porte également le nom de DDL, c'est-à-dire de dépolarisation, puisqu'il s'agit d'une dépolarisation, diastolique, puisque cette dépolarisation va advenir pendant la période de repos du cœur, lente, puisqu'elle n'est pas rapide, elle se fait d'une façon plutôt progressive, et spontanée, puisqu'elle n'a pas besoin d'un stimulus externe pour qu'elle advienne, justement. Donc elle va se faire de façon spontanée, sans l'intervention d'un phénomène extrinsèque. Et donc nous allons voir comment cette dépolarisation spontanée va se faire dans la cellule. Donc d'un côté, nous allons apprécier un peu dans cette petite cellule les phénomènes ioniques qui vont arriver, qui vont se passer. Et d'un autre côté, on va voir comment le potentiel va varier en fonction. Il faut déjà savoir que ces cellules à dépolarisation lente possèdent un potentiel de repos qui est à moins 60 millivolts. Du moins, bon, c'est pas un potentiel de repos, mais disons que leur dépolarisation maximale va atteindre moins 60 millivolts. Et leur seuil, il est situé à moins 40 millivolts. Donc il est à peu près ici. Et donc voilà. Ces cellules à dépolarisation lente, leur particularité, c'est qu'elles possèdent un type de canaux sodiques tellement particulier, tellement unique de leur genre, qui possèdent un fonctionnement tellement merveilleux qu'on les a appelés funny sodium channels. Funny, qui signifie drôle en français, parce que ces canaux en fait, qui ne sont présents que dans les cellules cardiaques, ces canaux sodiques sont en fait des canaux de fuite qui vont faire rentrer en continu le sodium dans la cellule cardiaque. Ils vont ainsi faire passer le potentiel, le potentiel de la cellule cardiaque de moins 60 millivolts à moins 55 millivolts. Ils seront responsables de la première partie de la dépolarisation spontanée, c'est-à-dire de la première partie du prépotentiel. En arrivant à moins 65 millivolts, certains d'autres canaux vont s'ouvrir dans la cellule. Ce sont des canaux calciques, des canaux calciques de type T. On les appelle les T-type calcium channels, qui vont faire entrer donc du calcium à l'intérieur de la cellule. Du calcium qui va rentrer plutôt lentement et qui va faire passer le potentiel de la cellule de moins 55 millivolts à moins 40. C'est-à-dire que la cellule va finalement atteindre, suite à cette entrée de calcium, le seuil de dépolarisation cellulaire, et on va, à partir de ce moment-là, voir apparaître le potentiel d'action. Ainsi, le prépotentiel, il sera constitué de deux parties. D'abord, on a l'entrée du sodium, et par la suite, une entrée du calcium, qui sera responsable de cette dépolarisation spontanée. À moins 40 millivolts, c'est-à-dire le seuil, on aura l'ouverture, encore une fois, de canaux calciques, mais cette fois-ci de canaux calciques, un autre type de canaux calciques, qu'on appelle les L-type. L-type puisqu'ils ont une ouverture plutôt longue, ils vont donc s'ouvrir pendant une période relativement importante. Et cette ouverture, cette entrée importante de calcium à l'intérieur de la cellule va faire passer le potentiel de moins 40 millivolts à 40 millivolts. Voilà, on peut le voir comme ça, à 40 millivolts. Une entrée très importante de calcium dans la cellule. Une fois cette valeur atteinte, ces mêmes canaux calciques vont se fermer, laissant des canaux potassiques, les canaux potassiques qui étaient déjà fonctionnels auparavant. Et là, ils seront responsables d'une repolarisation cellulaire. Ils seront responsables d'une repolarisation qu'on peut représenter ici de cette façon-là. Et là, retour à la case départ. Et on va avoir de nouveau une dépolarisation spontanée qui sera due tout d'abord au flux de sodium, ensuite au flux de calcium,
Et par la suite, on a le potentiel d'action donc, qui va commencer d'abord par une dépolarisation grâce au calcium, et puis une repolarisation grâce à la sortie du potassium. Et ce processus reprend. Alors il faut savoir que en fait, entre les cellules cardiaques, entre les différentes cellules cardiaques, on aura des liaisons qui seront représentées par des jonctions GAP. Ces jonctions vont relier entre les différentes cellules du cœur. Et c'est justement grâce à ces jonctions qu'on aura un mouvement ionique. Et ce mouvement ionique, il va permettre la sortie, lors de la dépolarisation des cellules à dépolarisation lente, la sortie de ces ions calciques et leur entrée dans les cellules à dépolarisation rapide. Et c'est justement ce qui sera à l'origine de la dépolarisation de ces dernières. Ainsi donc, l'entrée du calcium dans les cellules à dépolarisation rapide sera responsable de leur dépolarisation. Il faut savoir que ces cellules possèdent un potentiel de repos qui est situé à moins 90 mV. Et ça, c'est un point très important, moins 90 mV. Et que leur seuil, il est à moins 70 mV environ. Et cette entrée de calcium dans la cellule, justement, va permettre l'atteinte du seuil de dépolarisation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on aura la survenue du potentiel d'action. Donc ce calcium va permettre le passage du potentiel de repos situé à moins 90 au seuil qui est situé à moins 70. À moins 70, on aura l'ouverture dans la cellule de canaux sodiques. Mais ces canaux sodiques, contrairement aux cellules à dépolarisation lente, sont très rapides. Ils vont permettre une entrée massive et instantanée, presque instantanée, de potassium qui va faire passer le potentiel de la cellule de moins 70 à environ 20 mV. Cette entrée, comme je vous l'ai dit, elle est presque instantanée et on va la représenter comme un trait. Elle va se faire d'une façon ultra rapide et elle va permettre l'atteinte de moins de 20 mV. Juste après, le potentiel potassique va permettre une repolarisation rapide, une repolarisation brève qu'on va appeler la phase de repolarisation initiale. En fait, il faut savoir que pendant la phase de dépolarisation, on avait une activation, mais une activation faible des canaux calciques des cellules à dépolarisation rapide. Ce sont des canaux calciques L-type. Pendant la phase de dépolarisation, c'est une activation faible. Mais suite à cette repolarisation initiale, on va repercuter ce seuil d'activation, ce qui va induire une activation massive et cette fois-ci une entrée très importante de calcium qui va contrecarrer la sortie de potassium. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté une entrée importante de calcium dans la cellule qui va contrecarrer la sortie de potassium de la cellule, aboutissant à un plateau, un seuil qui ne va pas varier, qu'on va appeler plateau. Je répète ce point. Tout va commencer par la pénétration dans la cellule du calcium qui va permettre la dépolarisation cellulaire en faisant passer son potentiel de membrane de moins 90, qui est son potentiel de repos, jusqu'à moins 70, qui est son seuil de dépolarisation. Et à partir de là, on aura une entrée massive et instantanée du sodium dans la cellule. Cette entrée donc, du sodium dans la cellule va permettre la dépolarisation cellulaire jusqu'au seuil de 20 mV. Il faut savoir que pendant cette phase de dépolarisation due au sodium, on aura une ouverture des canaux calciques, mais cette ouverture sera très faible et voire même négligeable. Ce qui fait que le potentiel sortant de potassium, qui est là, donc le potentiel sortant de potassium, va induire une petite repolarisation de la cellule. On a une repolarisation.
Et pendant cette phase de repolarisation, qu'on appelle la phase de repolarisation initiale, on va repercuter. Les canaux calciques vont s'activer encore plus. Les canaux calciques seront encore plus actifs. Et là, on aura une entrée massive de calcium qui pourra contrecarrer la sortie de potassium. C'est-à-dire que suite à l'activation massive des canaux calciques, on va pouvoir faire face à la sortie de potassium. Donc, entrée de calcium et sortie de potassium vont se compenser jusqu'à un niveau, jusqu'au moment où les canaux calciques vont se fermer. À partir d'un moment, ces canaux calciques vont donc se fermer, induisant une repolarisation de la cellule, puisque finalement, les seuls canaux qui seront activés seront les canaux potassiques. Et là, on a retour vers le potentiel de repos de la cellule. Je répète pour une dernière fois. On a d'abord une entrée de calcium dans la cellule qui va induire une dépolarisation jusqu'à atteindre le seuil. À partir du seuil, on a le sodium qui va entrer dans la cellule. Et pendant cette phase de dépolarisation due au sodium, on aura une petite activation des canaux calciques. Ensuite, une phase de repolarisation initiale sera permise grâce à la sortie de potassium. En sortant, la sortie de potassium va activer encore plus les canaux calciques, ce qui va faire entrer plus de calcium à l'intérieur de la cellule. Ceci sera à l'origine du plateau. Et enfin, les canaux calciques vont arrêter de fonctionner à partir d'un moment, laissant uniquement le flux sortant de potassium et par conséquent induire cette phase de repolarisation finale. Il faut savoir que chacune de ces phases possède une dénomination précise. La première, donc ici on a la phase 0 qu'on appelle également la phase de dépolarisation. 0, dépolarisation. Voilà, c'est la dépolarisation. La deuxième, c'est la 1, donc la phase 1 ou la phase de repolarisation initiale qu'on appelle également la phase de début de repolarisation. Début de repolarisation. La phase 2, c'est la phase du plateau. La phase 3, c'est la dépolarisation rapide. Ici, 3, c'est ici la phase 3. La phase de dépolarisation rapide. Et enfin, on a la 4, c'est le potentiel de repos. Si on compare le potentiel d'action d'une cellule à dépolarisation rapide avec celui d'une cellule à dépolarisation lente, on remarque déjà en fait que on a pratiquement les mêmes phases, sauf que la cellule à dépolarisation lente ne possède pas de phase 1 et ne possède pas de phase 2, c'est-à-dire ne possède pas la phase de début de repolarisation et la phase de plateau. Mais elle va posséder toutes les autres phases. On a ici la phase 0, qui est la phase de dépolarisation, mais attention, la phase de dépolarisation dans une cellule à dépolarisation lente, elle est due au flux de calcium, alors que celle d'une cellule à dépolarisation rapide, elle est due au sodium. Ensuite, on n'a pas de phase 1, on n'a pas de phase 2, mais on a la phase 3, c'est la phase de dépolarisation, et enfin la phase 4. C'est le potentiel de repos. Sauf que le potentiel de repos des cellules à dépolarisation lente, on a dit qu'il s'appelle potentiel pacemaker ou prépotentiel. Donc voilà. Mais on a finalement les mêmes phases. On peut finalement dire que ce qui explique la différence entre ces deux potentiels d'action, et plus précisément entre les deux dépolarisations de ces cellules, c'est justement la présence ou pas des canaux sodiques rapides. Et donc du potentiel de la cellule finalement. Je m'explique. Représentant ici les différents potentiels. Donc on a le potentiel, les canaux sodiques rapides sont activés à moins 70 mV. Et le potentiel d'action des cellules à dépolarisation rapide, il est à moins 90. Donc finalement, une dépolarisation cellulaire va permettre de passer par ce niveau, ce degré-là, ce seuil de dépolarisation des canaux sodiques et donc induire la dépolarisation. Alors que les cellules à dépolarisation lente possèdent leur potentiel de repos qui est à moins 60. Ce qui fait que n'importe quel stimulus
suite à leur dépolarisation, elles ne pourront jamais atteindre ce moins 70 et ne pourront donc pas activer les canaux sodiques à dépolarisation rapide et donc pas de dépolarisation rapide. Elles auront donc une dépolarisation lente qui est due au flux calcique et non pas sodique. Comme le fonctionnement du cœur est automatique, en le plaçant en dehors de l'organisme, il va continuer à battre, il ne va pas cesser de battre. Et on pourra donc observer une fréquence de battement qui va dépendre bien sûr du pacemaker. Donc, la fréquence de battement en dehors de l'organisme est de l'ordre de 100 BPM, de 100 battements par minute si le pacemaker est le nœud sinusal. Sinon, si on a d'autres pacemakers latents, en cas de dysfonctionnement de celui-ci, on aura une fréquence de battement qui est de l'ordre de 40 à 50 battements par minute si le pacemaker est le nœud atrioventriculaire. Sinon, si c'est un pacemaker situé au niveau du faisceau de His ou des branches du faisceau de His ou encore du réseau de Purkinje, alors là la fréquence de battement sera de 100 à 30 minutes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout la dépolarisation spontanée, la vitesse de la dépolarisation spontanée. Vous voyez ici les différentes dépolarisations spontanées des différents pacemakers et vous voyez en fait que leur pente n'est pas la même. La pente va être différente entre ces différents pacemakers et en fait plus cette pente sera importante, plus la vitesse de dépolarisation sera importante. Je vous le montre ici, c'est simple. Par exemple, si on a une pente de la sorte, on va atteindre, on aura une dépolarisation qui sera à peu près à ce niveau-là. Mais si on a une pente moins importante, alors là, la vitesse d'apparition du potentiel d'action sera plus lente. Donc, la pente de dépolarisation spontanée est un déterminant de la vitesse de l'apparition des potentiels d'action. Et justement, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que la pente de dépolarisation, elle est de moins en moins importante quand on avance dans les pacemakers latents. Elle est de moins en moins importante et celle du nœud sinusal, c'est la plus importante. Et c'est justement pour cette raison-là, puisque le nœud sinusal, c'est lui qui possède la DDL la plus importante, alors il est considéré comme étant le pacemaker naturel du cœur, puisqu'il va contrôler finalement le mouvement de tout le muscle cardiaque. Il est le premier à dépolariser et les autres pacemakers latents seront de plus en plus lents. Nous avons vu que la vitesse de dépolarisation va donc varier d'un type cellulaire à un autre. Mais en fait, il faut savoir qu'également la vitesse de conduction d'une cellule à une autre va différer selon la partie du cœur concernée. Et ceci, il est dû essentiellement à deux propriétés. D'abord, il va dépendre du diamètre des fibres cardiaques, et d'un autre côté, il va dépendre de l'abondance en jonctions communicantes GAP. En fait, plus une cellule est grande, plus son diamètre est important, plus ses composants cellulaires, c'est-à-dire ses organites, seront éparpillés un peu partout dans la cellule. Enfin, ils vont laisser plus d'espace donc pour le passage des ions. Donc les ions vont les traverser plus rapidement. Contrairement à une cellule qui a un diamètre moins important, où les composants cellulaires seront plus condensés, et là, forcément, la vitesse de conduction sera moins importante. Et également, les jonctions GAP, les jonctions communicantes, c'est assez logique de penser que plus on a richesse en jonctions communicantes, plus la vitesse de dépolarisation, c'est-à-dire plus la vitesse de conduction entre les différentes cellules sera importante. Alors, il faut savoir, on peut voir ici, on voit ici la vitesse de conduction dans les différentes parties du cœur. D'abord, au niveau, déjà la dépolarisation va naître donc au niveau du nœud sinusal. Et à partir de là, elle va se propager vers le nœud auriculo-ventriculaire grâce aux faisceaux internodaux qui sont au nombre de 3. On a un faisceau antérieur, un faisceau postérieur et un faisceau médian. La vitesse de dépolarisation au niveau de ces faisceaux internodaux est de l'ordre de 1 mètre par seconde.
Au niveau du myocarde atrial, la vitesse de dépolarisation est de 0,3 mètres par seconde. Et puis, on arrive au nœud auriculo-ventriculaire. Alors, au nœud auriculo-ventriculaire, il y a un décalage, il y aura un ralentissement de la conduction qui est très précisément de 0,09 secondes. Et ça, c'est important, parce que ce retard de conduction va instaurer un décalage entre la contraction des oreillettes et la contraction des ventricules. Et ça, d'un point de vue fonctionnel, c'est important, puisque ça va permettre finalement la vidange des oreillettes dans les ventricules avant la contraction de ces derniers. Et c'est justement grâce à ce décalage ou ce qu'on appelle le délai nodal. Ce délai nodal a valu au nœud auriculo-ventriculaire le nom de gatekeeper. Gatekeeper en anglais, c'est-à-dire qu'il va instaurer comme un décalage, donc c'est ça. Donc le nœud sinusal est appelé pacemaker et lui c'est le gatekeeper. Donc voilà. À partir de là, la vitesse va augmenter d'une façon très très importante. La vitesse au niveau du faisceau de His et du réseau de Purkinje, elle sera de l'ordre de 1 à 4 mètres par seconde. Ce qui peut correspondre jusqu'à 150 fois la vitesse de conduction du nœud sinusal. Entre les fibres ventriculaires, la vitesse de conduction est de 0,3 mètres par seconde. Le temps que va prendre l'impulsion pour parcourir la distance s'étendant du faisceau de His, de la branche commune du faisceau de His jusqu'au réseau de Purkinje est de 0,03 secondes. Aussi, il faut également se rappeler que le tissu de conduction est de situation assez profonde dans le cœur. Il est plutôt rapproché de l'endocarde. Et par conséquent, ceci aura pour conséquence d'instaurer un décalage entre la contraction du côté endocardique et épicardique qui sera de l'ordre de 0,03 mètres par seconde, de 0,03 secondes. Nous allons maintenant parler du mécanisme de la contraction, c'est-à-dire du couplage entre excitation et contraction. Alors dans la cellule myocardique, après l'entrée du calcium dans la cellule grâce au récepteur calcique L-type, qu'on appelle également les récepteurs des dihydropyridines, parce que ces molécules vont fermer spécifiquement ces canaux. Enfin bref, donc ces canaux calciques vont permettre l'entrée du calcium à l'intérieur de la cellule. Ce calcium va lui-même se fixer sur des récepteurs présents à l'intérieur de la cellule, présents plus précisément sur la membrane du réticulum sarcoplasmique des cellules cardiaques, qu'on appelle des récepteurs à la ryanodine. En se fixant sur ces récepteurs à la ryanodine, il va induire leur ouverture, ce qui va libérer le calcium qui était présent à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. On va libérer le calcium ici présent. Ce calcium, le calcium qui était rentré et le calcium qui est sorti du réticulum sarcoplasmique, vont se fixer sur la troponine, plus précisément sur la troponine C, qui va induire quelques modifications et va au final aboutir à la libération des sites de fixation de l'actine sur la myosine. On aura ainsi la formation des ponts actine-myosine qui vont permettre la contraction des sarcomères et donc de l'ensemble du muscle cardiaque. L'ensemble des cellules du muscle cardiaque vont se contracter toutes en même temps, ce qui va donner l'aspect d'un syncytium fonctionnel au muscle cardiaque. C'est un mot-clé, c'est un terme clé qu'on utilise souvent. Le muscle cardiaque se comporte comme un syncytium fonctionnel. À la fin, on aura un repompage du calcium à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique grâce à la pompe ATPase, donc la pompe Ca2+ ATPase, et ce qui va ainsi permettre la relaxation des sarcomères. Il s'agit en effet de l'événement initiateur de la diastole cardiaque. Dans cette représentation, on voit en noir
le potentiel d'action d'un cardiomyocyte. Et on voit que ce potentiel d'action, en fait, il a des périodes réfractaires. On a une période réfractaire absolue, une période réfractaire relative. Pendant la période réfractaire absolue, quelle que soit la stimulation qu'on va imposer à cette cellule, quel que soit le niveau du stimulus, la cellule ne va pas répondre par une contraction. Elle dit non, je ne me contracte pas. C'est hors de question. À partir d'un moment, pendant la phase 3 plus précisément, puisque la période réfractaire absolue va survenir pendant la phase 0, 1 et 2, et bien à partir de la phase 3, on aura donc la période réfractaire relative, et dans ce cas, on peut avoir une contraction, mais à condition que le stimulus soit important. Il doit être supérieur au seuil, il doit être donc d'intensité supraluminaire pour que finalement la cellule se contracte. Et après ça, à la phase 4, qui est finalement le potentiel de repos normal de la cellule, on aura un rétablissement du niveau d'excitabilité normal de la cellule. Et ceci est assez intéressant parce que vous remarquez en rouge, ce qui est représenté en rouge, c'est en fait la tension de la contraction musculaire du muscle cardiaque ou du cardiomyocyte, et on voit qu'elle va coïncider beaucoup avec la période réfractaire absolue. Et ceci a une conséquence fonctionnelle très importante en empêchant le cœur de subir une contraction tétanique, contrairement au muscle par exemple, qui peut normalement la subir. La physiologie de la contraction du muscle squelettique avec le tétanos, contraction tétanique, etc., normalement a été vue dans le cours la concernant, mais là on va faire quand même un petit rappel pour comprendre de quoi on parle. Ici vous voyez donc le potentiel, ici on a le potentiel d'action d'un muscle squelettique, et en rouge sa tension de contraction. À peu près, alors le potentiel d'action aura à peu près ici on aura à peu près sa période réfractaire absolue, et par là, un peu après, la période réfractaire relative. L'essentiel, c'est que à partir d'un certain moment, on peut avoir un potentiel d'action qui va s'ajouter ici, voire même ici. Ceci va se répercuter sur la contraction du muscle squelettique par une petite contraction musculaire qu'on appelle une secousse musculaire, qui va venir s'ajouter à cette autre secousse musculaire. On peut avoir donc des secousses musculaires qui ne sont pas parfaitement additionnées, qui ne sont pas parfaitement collées ou sommées. On appelle ça un tétanos imparfait. Sinon, si les potentiels d'action sont assez rapprochés, on peut avoir un tétanos parfait. Donc c'est une contraction continue finalement. Ceci ne peut pas arriver dans un muscle cardiaque, justement à cause de cette période réfractaire absolue. Et heureusement que ça n'arrive pas, parce que autrement, le cœur ne serait pas en mesure de pomper le sang. Nous allons maintenant parler de l'influence du système nerveux autonome ou du système nerveux végétatif sur l'électrophysiologie cardiaque. En fait, ce système nerveux autonome ou ce système nerveux végétatif va agir sur le tissu de conduction cardiaque, et plus précisément au niveau des nœuds, c'est-à-dire des pacemakers. Et en agissant sur les pacemakers, bon, on va supposer qu'on est dans un cœur normal, hein. C'est-à-dire un cœur où le pacemaker, c'est le pacemaker physiologique, le pacemaker vrai, qui est le nœud sinusal. Et ce système nerveux autonome, en agissant sur le nœud sinusal, il va modifier sa fréquence de décharge. En modifiant sa fréquence de décharge, c'est-à-dire combien d'impulsions il va envoyer par minute, il va forcément modifier la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque qui est le nombre de battements par minute, bien sûr. Et cette modification de la fréquence cardiaque, c'est ce qu'on appelle le chronotropisme. Chronotropisme. Chrono avec N, pas avec M, voilà. Chronotropisme. Et bien sûr, le système nerveux parasympathique et sympathique auront des actions antagonistes sur ce chronotropisme. En effet, le système parasympathique aura plus une action freinatrice, il aura un effet freinateur sur la fréquence cardiaque. On va dire qu'il aura un chronotropisme négatif.
Au contraire, le système sympathique va se charger de l'accélération de la fréquence cardiaque. Alors là, on va dire qu'il aura un chronotropisme positif. Explorons un peu plus leur mécanisme d'action à l'échelle ionique. En effet, le système parasympathique, ce qu'il va faire, c'est que il va, bien sûr, il faut savoir que c'est le nerf vague qui est responsable de l'innervation parasympathique du cœur. Les terminaisons du nerf vague vont libérer de l'acétylcholine. L'acétylcholine va se fixer sur son récepteur au niveau du cœur, qui est un récepteur muscarinique. Ce récepteur muscarinique, après une cascade de transduction, va se charger de l'activation des récepteurs potassiques. En ouvrant ces récepteurs potassiques, il va encore plus les activer. Forcément, le potassium va sortir par ces récepteurs parce qu'il va suivre son gradient de concentration. Et qui dit potassium sortant de la cellule, on a une perte des cations cellulaires. Forcément, on a une négativisation de l'intérieur de la cellule et donc une hyperpolarisation. Hyperpolarisation va se manifester par une diminution de la pente de DDL parce qu'on va avoir besoin de plus de stimulation, plus de temps pour atteindre le seuil. Et donc on aura un ralentissement de l'ouverture des canaux calciques et par conséquent on a un ralentissement de la fréquence de décharge du nœud sinusal. Je répète, on a donc une ouverture, on a d'abord fixation sur les récepteurs muscariniques. Les récepteurs muscariniques vont activer les récepteurs potassiques qui seront à l'origine d'une hyperpolarisation. Hyperpolarisation aura pour conséquence une diminution de la pente de dépolarisation spontanée qui va se traduire par un ralentissement de l'ouverture des canaux calciques et donc un ralentissement de l'apparition des potentiels d'action, c'est exactement la même chose. Ce qui aura pour conséquence un ralentissement de la fréquence de décharge du nœud sinusal, c'est-à-dire un effet chronotrope négatif. Ça, c'était l'action du système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, lui, il va donc agir par des nerfs sympathiques, et ces nerfs sympathiques vont libérer de la noradrénaline. La noradrénaline va se fixer sur ces récepteurs, plus précisément les récepteurs adrénergiques de type bêta 1. Ces récepteurs bêta 1, après une cascade de transduction, vont activer cette fois-ci les canaux calciques. Les canaux calciques vont s'ouvrir, le calcium va suivre son gradient de concentration, il va donc rentrer dans la cellule, ce qui va rendre le potentiel cellulaire encore plus positif. Potentiel cellulaire encore plus positif, forcément, on va avoir une facilitation dans la dépolarisation de la cellule, ce qui va accélérer la phase de dépolarisation. Activation de la phase de dépolarisation, on a une activation de l'ouverture des canaux calciques, une augmentation ou une accélération de la fréquence de décharge du nœud sinusal et donc un effet chronotrope positif. Augmentation de la fréquence cardiaque, ce qui aura pour conséquence d'augmenter la contractilité. Mais attention, augmentation de fréquence cardiaque, c'est chronotropisme, et augmentation de contractilité, c'est ce qu'on appelle l'ionotropisme, et là on s'est surtout intéressé à tout ce qui est chronotropisme. Donc ça, c'est pas très important. Il faut savoir que le cœur, en dehors de toute stimulation, quand on le place en dehors de l'organisme, il aura une fréquence de battement de 100 BPM. Mais au sein du corps, on aura une prédominance, on aura une action du système nerveux autonome avec le parasympathique et le sympathique, et avec une prédominance du sympathique, ce qui va donner une fréquence d'environ 70 battements par minute. Pour finir, on va citer quelques anomalies du rythme cardiaque. Comme on l'a cité tout à l'heure, en conditions normales, c'est le nœud sinusal qui sera le pacemaker, c'est le pacemaker vrai, le pacemaker physiologique qui va se charger de la fréquence de décharge et donc de la fréquence cardiaque. Et on va appeler ce rythme-là le rythme sinusal. Il est dû au nœud sinusal. Si
on a un souci, un problème avec le rythme sinusal, on aura d'autres pacemakers qui vont prendre le relais. On appellera ça des pacemakers latents. Si c'est le nœud auriculo-ventriculaire qui est le pacemaker, on aura affaire à un rythme jonctionnel. Sinon, si c'est IS qui est le pacemaker, le rythme va porter le nom d'idioventriculaire. C'est un rythme idioventriculaire. D'autres exemples d'anomalies du rythme cardiaque sont le bloc auriculo-ventriculaire, qui est en fait un ralentissement de la conduction. Et enfin, donc ça c'est pas très important pour notre niveau, mais ça c'est des mots-clés à connaître, la bradycardie et la tachycardie. La bradycardie, c'est un ralentissement de la fréquence cardiaque. Un ralentissement de la fréquence cardiaque qui sera normalement, je pense que ça va dépendre des valeurs du cours, donc apprenez les vôtres, mais par définition, on va dire que c'est inférieur à 60 BPM. D'accord ? Et la tachycardie va se manifester par une accélération de la fréquence cardiaque. On va parler de tachycardie à partir d'une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute. Et voilà, c'est fini pour l'électrophysiologie cardiaque. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et je vous dis bon courage.